Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans Café Coaching. Alors aujourd'hui j'accueille Philippe Ronce qui est entre autres, praticien de shiatsu, enseignant agréé par la Fédération française de shiatsu traditionnel, fondateur de l'école de shiatsu des 5 sens. Et je dis entre autres car on pourrait consacrer une émission complète à son parcours et à son expérience. Mais aujourd'hui on se concentre sur le shiatsu et plus précisément l'auto-shiatsu. Il a récemment écrit le livre « Le bon point au bon moment », manuel d'auto-shiatsu, préfacé par Michel Odoul, lui-même auteur du best-seller « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Philippe Ronce, il est venu de Paris nous parler de cette pratique ancestrale de guérison et d'auto-guérison. Vous êtes sur Radio Pluriel dans Café Coaching. On est ensemble jusqu'à 14h. Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. Eh bien, bonjour Philippe. Bonjour Elodie. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je suis honorée, puisque quel parcours. Moi, j'aurais aimé qu'on ait 2 heures devant nous pour d'abord parler du parcours et de tout ce qui vous a amené à écrire ce très beau livre qui est « Le bon point au bon moment ». Mais d'abord, est-ce que vous pouvez, alors si c'est possible, rapidement vous présenter à nos auditeurs? Bien, disons que j'ai vécu une double vie, au moins, en tout cas. Au moins. En étant à la fois réalisateur de télévision pendant 30 ans, faisant pas mal de choses, des concerts, des émissions documentaires, etc. Et en ayant donc la pratique du shiatsu que j'ai exercée en qualité de bénévole à cette époque-là, puisque je travaillais dans l'audiovisuel et je gagnais ma vie à faire ce métier-là, et je faisais du shiatsu bénévolement, notamment pour aider les sans-domicile à regagner quelque confiance en eux et à se retaper. Donc le shiatsu que j'ai appris, je l'ai appris d'un maître japonais dans les années 70 qui s'appelait Sensei Nakazono, qui était un grand maître d'aïkido, de méditation et donc de shiatsu, qui nous apprenait avec beaucoup de rigueur et pendant au moins 10 ans l'art de prendre soin de nous-mêmes et des autres. Et c'est lui qui m'a transmis cette fameuse technique dite misogi, qu'on appelle aussi douin, mieux connu comme douin dans certains milieux. L'automassage, se masser soi-même, apprendre à avoir des gestes régénérants sur soi-même. Qui est un art, effectivement, comme vous le dites. Alors, vous êtes praticien de shiatsu, enseignant agréé par la Fédération française de shiatsu traditionnel. Attention, c'est compliqué à dire. En fait, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire, pas rapidement, mais sur cette pratique de guérison, voire d'auto-guérison, en fait? Eh bien, la première chose que j'ai envie de dire, en tout cas, c'est ce qui m'a frappé très tôt, c'est qu'en fait, les gens qui ont tendance à naviguer dans ces eaux-là, qu'ils se l'admettent ou pas, sont dans une démarche d'auto-guérison. En ayant de la curiosité pour ce domaine, en ayant parfois la pulsion de vouloir l'apprendre pour le faire aux autres, en fait, ce qu'on réalise ou pas, mais c'est qu'on est dans une démarche d'auto-guérison. Et être dans une démarche d'auto-guérison, c'est à la fois la capacité de se reconnaître comme ayant des blessures, ayant parfois des problèmes constitutionnels, mais parfois tout simplement la notion de, pour se développer, il faudrait peut-être surmonter certains obstacles personnels qu'on a, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychique. Et par ailleurs, donc acquérir des connaissances, une maîtrise qui vous donne éventuellement cette notion un peu à discuter, qui est le pouvoir de faire quelque chose pour autrui. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément qu'est-ce que le shiatsu? Alors shiatsu, ça veut dire pression de la main, pression des doigts. C'est donc de l'acupressure appuyée sur des points. Mais c'est pas seulement ça. Quand
On parlera un peu plus en détail de ce qu'est le misogi exactement, cette technique d'automassage ou d'auto-shiatsu ou de douyin, ça veut dire la même chose. Il y a des étirements, il y a des pressions sur des points, il y a des frottements, il y a des mouvements qui relèvent peut-être, on pourrait dire, du yoga, qui est une pratique quand même assez répandue de nos jours. Plus connue, oui. Voilà, il y a les gens qui font du tai chi ou du qigong peuvent aussi reconnaître un certain nombre de gestes qu'ils font également. Mais en gros, la vision de ça, c'est qu'il y a des gestes naturels de l'homme. Et en fait, tous ces grands maîtres des arts martiaux ou des techniques de travail corporel ou de développement personnel ont repéré en gros quelles étaient nos attitudes naturelles dans lesquelles on prend soin de soi. Et ils ont repéré ces gestes et ils en ont créé des suites de mouvements qu'on fait. Dans le cas très particulier de celle-là, effectivement, ça c'est relativement ancien comme technique, transmis de maître en maître. Et c'est quelque chose qui va à la fois régénérer notre santé, notre vitalité, mais également pratiquer ce qui s'appelle la notion de purification, c'est-à-dire quand on va éliminer des toxines, eh bien, étant donné qu'on élimine des toxines, on purifie son corps, on purifie également son esprit. Donc ça a la double connotation de se régénérer et en même temps alléger la partie, les valises qu'on travaille dans la vie qui nous plombent. Oui, on entend beaucoup parler en ce moment de détoxination, tous ces détox. Donc ça fait partie finalement un peu de... Enfin, c'est une façon de se détoxiner. Oui. Et c'est un peu une reconnexion au corps, en fait. Tout à fait. Pas qu'un peu, d'ailleurs. Tout à fait. Beaucoup même, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est le moment de nous en parler, mais en gros, au centre de tout ça, une des particularités de la culture japonaise, c'est cette capacité qu'ils ont de se centrer dans le bas-ventre, dans ce qu'on appelle le hara ou tanden. Traditionnellement, ce point, qui est assez peu connu des Occidentaux, et c'est d'ailleurs pas normal, puisque nous avons dans nos cathédrales des Christ, des Vierges qui ont des grandes spirales d'énergie sur le bas du ventre. Nous avons pas mal de traditions dans lesquelles, ne serait-ce que la ceinture de flanelle de nos grands-pères qui se mettait autour de la taille, c'était pareil, c'est pour être capable de soutenir son bas-ventre dans laquelle est la force vitale. C'est une symbolique qu'on retrouve dans beaucoup de, pas que de religions, dans beaucoup de traditions et de développement personnel. Oui, c'est vrai. Et quand on regarde exactement la manière dont décrit la tradition asiatique ce point, et notamment japonaise, ils appellent ça le point de l'arrivée de la vie universelle au corps. Ils considèrent que ce point sous le nombril, environ, mettons 2 cm sous le nombril, est notre centre de gravité réel une fois qu'on a pris la posture verticale. Avant, c'était notre cordon ombilical quand on était dans maman. Et une fois qu'on a été debout, notre centre de gravité a descendu un peu et il est à cet endroit-là. D'accord. Et pour eux, l'énergie universelle, l'énergie cosmique, même pas encore polarisée, c'est-à-dire pas encore cette notion de yin et de yang qu'on va peut-être développer après, arrive au corps à cet endroit-là. D'accord, donc en fait, concrètement, on va dire une des premières étapes, finalement, on développe comme ça, mais c'est comme ça vient. Mais une des premières étapes du shiatsu, c'est déjà de reconnaître ce hara et de se reconnecter par la respiration. Tout à fait. Par exemple. Tout à fait. La première des choses qu'on peut faire, parce qu'en gros, de développer la capacité d'être un peu plus conscient de cet endroit de notre corps, va avoir de gros avantages, notamment sur le plan psychologique. À chaque fois qu'on est stressé ou dans une attaque émotionnelle, ou qu'on manque de confiance en soi, etc., le fait d'avoir le réflexe de descendre sa respiration dans le bas-ventre et de se placer dans le bas-ventre va nous redonner une expérience de confiance et de force qui est particulièrement utilisée dans tout le Japon, puisque tout ce qu'on appelle les arts sacrés, que ce soit l'arrangement floral, que ce soit les voies du Budo, c'est-à-dire tous les arts martiaux, etc., il y a toujours cette notion de d'abord, tu te sens dans le ventre. Et tu te sens dans le ventre parce que c'est la seule manière d'être en plein dans ta vitalité, mais pas dans l'égoïsme, pas dans le cérébral, d'avoir descendu là où est véritablement ce qui sort des tripes. Dans le bas-ventre. C'est ce qu'on appelle les tripes. Et c'est vrai que finalement, mais c'est ce que vous me donniez une anecdote avant l'émission, quand vous étiez dans l'audiovisuel et entouré de personnes quand même stressées à fond, à devoir gérer plein de choses en même temps, vous leur donniez aussi cet enseignement de se mettre dans, je sais pas quel est le mot le plus juste, placer dans ce bas-ventre et placer sa respiration. C'est un conseil quand même à la fois simple, mais... Tout à fait.
Dans toutes les techniques de gestion du stress qui vous sont familières, Élodie, dans vos connaissances du coaching notamment, l'une d'entre elles qui est effectivement assez simple et en même temps puissante, c'est celle d'être capable d'avoir ce réflexe de, dès qu'on a un stress et qu'on sent que ça monte, de redescendre au niveau de la respiration dans le bas-ventre. Si vous le voulez, d'ailleurs, on peut même faire une expérience un tout petit peu décoiffante. Chouette. Faisons une expérience. On va essayer de faire l'expérience de comment on descend dans cet endroit. Oui. C'est une des passages de mon bouquin au début dans lequel j'explique qu'il y a un son particulier qu'on prononce qui permet de descendre dans son ventre. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se... Je fais en même temps. Voilà. Je fais le cobaye. On s'assoit bien droit. Tout simplement, et on va essayer d'avoir la notion qu'il y a le ciel au-dessus de nous et la terre sous nos pieds, et qu'on va s'ancrer entre les deux. S'ancrer, c'est comme si on jetait l'encre. On jetait l'encre dans le ciel, on jetait l'encre mes pieds bien droits, bien posés, plat. bien plat au sol. Et puis on va inspirer profondément. On peut s'aider avec les bras, mais c'est pas obligé. J'inspire. En tout cas, on inspire profondément et on va descendre en joignant les mains, tout en soufflant jusqu'à son bas-ventre. Et quand on sera arrivé au niveau de son bas-ventre, on va prononcer le son SOU. S-O-U. SOU. Donc on va le faire ensemble une fois, et tous les auditeurs qui écoutent cette émission, s'ils veulent le faire, vous pouvez le même faire. si bon, on vous se lâchez sent pas le volant, un peu si ridicule dans cette expérience, c'est une démonstration puissante, parce que quand je le démontre dans mes conférences, je demande généralement à une personne assez forte physiquement de venir, je me mets à genoux sur le sol et je lui demande d'essayer de me basculer sur le sol, et quand je prononce ce son, c'est comme si j'étais une montagne, il n'arrive pas à me bouger. Parce que ça ancre. Ça nous ancre. Ce son nous fait descendre dans le bas-ventre. Donc on va le faire ensemble. Allez. Alors, 1, 2, 3, on inspire. On joint les mains, on descend. Donc ça fait un peu ésotérique. Ah oui, ça fait un peu comme le hum de... Un peu, voilà. Donc ça fait un tout petit peu bande dessinée ésotérique. Mais il faut essayer, parce que la vibration que ça crée à l'intérieur, elle est très... Elle nous met dans le corps, elle nous fait descendre dans le bas-ventre. Et pour eux, comme c'est le lieu d'arrivée de la vie universelle, c'est aussi le lieu de la véritable spontanéité. Et c'est la possibilité de décrocher, d'être complètement dans la tête, ce qui est quand même une de nos tendances en Occident. Par exemple, quand on est trop dans le mental, on peut faire ce petit exercice. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'ai envie de dire, essayez. Au pire, vous serez ridicule, entre guillemets, et vous n'avez rien à perdre, quoi. Non. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui... La première fois qu'on le fait, moi, j'avais ressenti ça avec le hum. On se sent ridicule, mais en fait, on sent très vite cette vibration à l'intérieur. Ouais. Et là, on comprend que c'est pas du ridicule du tout. C'est quelque chose qu'on a perdu, en fait. Tout à fait. Parce qu'en gros, derrière le shiatsu, il y a aussi le fait que nous sommes des êtres vibratoires, c'est-à-dire ce dont nous sommes faits, on le sait, c'est des atomes qui vibrent entourés d'espace. Et cette longueur d'onde, cette notion de longueur d'onde et de sons qui peuvent décrire la longueur d'onde sur laquelle on trouve, prend sens. On comprend maintenant scientifiquement aujourd'hui que c'est pas du pipeau nécessairement cette histoire, c'est que le vibratoire prime. Donc en descendant dans son ventre pour rencontrer le point dans lequel on est un avec l'univers, va nous donner cette expérience de force. Et en gros, par rapport à tout ce que je véhicule dans ce livre et dans mon enseignement, cette notion de guérison sur laquelle on va revenir, la capacité de rencontrer son propre pouvoir de guérison, eh bien, on va commencer à la rencontrer en ayant cette expérience de centrage dans le bas-ventre. Cette première expérience. Qui conditionne en fait tout le reste. Essayez, ça vaut le coup. Alors, ce beau livre, il est magnifique. Le bon point au bon moment. Alors, pourquoi ce livre ? À qui il s'adresse en particulier ? Pourquoi ? Alors ça, c'est mon côté un peu militant, précisément, parce qu'en tant que praticien du shiatsu, etc., j'ai même eu des collègues qui me disaient « Mais pourquoi tu fais un livre dans lequel tu vas apprendre aux gens à se masser eux-mêmes, tu vas nous casser le business ?» Eh bien, ma réponse a toujours été « D'abord, c'est bien fait pour toi si tu n'as plus de clients, parce que si tu dépends du fait que les gens ne savent pas se masser eux-mêmes pour avoir des clients, c'est que tu es mal parti et eux aussi. » Donc mon militantisme dans tout ça, c'était au contraire de dire à l'inverse, le shiatsu, qui est assez peu connu en France encore, bien qu'il y ait 5000 praticiens à l'heure actuelle en France, quand même. Le shiatsu, il est sous-développé pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas encore de culture populaire, comme au Japon, comme dans d'autres pays, du shiatsu. En Angleterre, par exemple, qui est un pays qui a la réputation d'être plus prude que nous, eh bien, ils sont beaucoup plus branchés sur ces techniques-là. C'est vrai.
Et dans toute l'Europe, on a une petite arriération en France. Un petit train de Peut-être parce retard. qu'on a un corps médical extrêmement rigide. Oui, mais- puis qui a tendance, je l'entends encore moi, quand je conseille un peu des techniques et des pratiques comme ça, à dire non. Oui, c'est ça. C'est même pas C'est ça. oui avec, c'est non. Oui, effet placebo, etc. Tout ça, Ouais, c'est ouais. de l'illusion. Alors, eh bien, écoutez, en tout cas, ça, c'est une voie millénaire. Ouais. On peut même dire que les premiers gestes sur soi-même, on peut imaginer l'homme des cavernes sur sa plateforme, devant sa grotte au crépuscule, qui se gratte pensivement un endroit du corps et qui réalise que ça provoque un effet particulier en lui. Mhm. C'est comme ça que le shiatsu est né. Il n'y avait pas Oui. besoin d'extraterrestres qui descendent de soucoupes volantes pour vous dire que tel point, etc. Il n'y a pas besoin Oui, parce nécessairement que de chamans bourrés de champignons pour vous dire que les méridiens existent. C'est en appuyant sur certains points. Et Oui, ça parce que existait dans nos campagnes et ça existe toujours. C'était des peuples qui étaient très reliés, très à l'écoute d'eux-mêmes et qui du coup... Et des éléments. Et des éléments. Du coup, à qui s'adresse vraiment ce livre? Est-ce qu'on peut dire que tout le monde peut y avoir accès, entre guillemets? Enfin, vous voyez ce que... Je pense que oui. Enfin, disons, j'ai essayé de faire l'effort de faire un livre qui soit accessible à tous. Simplement, comme ma tendance à moi, c'est de vous donner des outils complets avec lesquels vous pouvez vous débrouiller pour la vie, il y a aussi le fait que c'est un livre dans lequel vous progresserez progressivement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous parleront tout de suite et que vous aurez envie de faire, d'autres choses qui vous paraîtront plus difficiles à vous engager dedans. Et donc, respectez ça, parce que suivez ce qui vous parle, et ne vous dites pas qu'il faut avoir entrepris la totalité de ces choses-là. C'est plutôt moi qui ai tendance à vous déverser une brouette de choses très utiles, mais qui vont se redevenir utiles pour vous et prendre sens au fur et à mesure de votre propre développement, de votre propre intérêt par rapport au sujet. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Quand j'ai mis le nez dedans, finalement, je me suis dit... Alors, il y a des choses qui m'ont complètement parlé, des choses que je savais un peu déjà, mais qui... Bon rappel. Quelque chose qui m'a permis d'aller plus loin. Et je me suis dit, ça, c'est le genre de livre que je ne vais pas prêter, parce que quand je les prête, ils ne reviennent pas. Mais en même temps, j'aime bien en général. Mais celui-là, justement, je pense que je me suis dit, c'est le genre de livre qui va m'accompagner et que je vais sûrement ouvrir au bon moment, d'ailleurs. C'est le cas de le dire. Ce livre va vous le permettre, puisque on n'en a pas encore parlé, mais cette notion de bon moment est très importante, puisque jusqu'à présent, dans la manière dont les Occidentaux ont hérité de ce qu'on appelle l'acupuncture ou l'acupressure, c'est une série de points qui sont censés être reliés entre eux, qui correspondent à des méridiens où il y a une certaine longueur d'onde d'énergie qui circule, qui est en relation avec un de nos organes ou de nos viscères sur lesquels on peut agir, et on peut se rééquilibrer dans sa santé comme ça. Ça, c'est une chose, mais la notion de bon moment, c'est qu'en fait, dans cette même tradition, qui, je le répète, nous vient de l'Est, mais que nous connaissions avant que nos religions, notamment, nous limitent dans notre connaissance de ça. Les sculptures des cathédrales nous disent que nous connaissions ça, la culture celte connaissait ça, on pratiquait la méditation avant même qu'on pratique le catholicisme. C'est juste parce que la religion a eu par moments une attitude assez agressive envers les traditions antérieures à elle-même, que nous avons été détournés de ça. Et puis aussi que, tout compte fait, bien que nous ayons en France la réputation d'être des grands amoureux, il semblerait que dans le rapport au corps, on ait finalement beaucoup plus de pudeur et de réticence culturellement que certains autres peuples autour de nous. Ça, c'est vrai que alors le bon point au bon moment, ça veut dire qu'il y a une notion de temps. Et quelle est cette notion de temps? C'est cette notion de ancrage entre ciel et terre. Pourquoi subitement le temps apparaît dans cette notion d'entre ciel et terre? Eh bien simplement parce que à l'origine, nos ancêtres, les nomades, ils mettaient un bâton dans le sol devant leur tente, ils regardaient les étoiles passer, ils commençaient à prendre conscience qu'il y avait un rapport entre les cycles cosmiques qui étaient au-dessus de leur tête et les cycles des saisons qui étaient devant eux et qui orchestraient la vie. Et puis ils ont commencé à se rendre compte qu'à certains moments, il se passait plutôt certaines choses et qu'à certains moments, il y avait des choses favorables et des choses défavorables sur lesquelles on pouvait compter. Et ils en sont arrivés à avoir regardé et offert à leurs descendants des calendriers dans lesquels on disait toutes les 2 heures, il y a des énergies particulières auxquelles on peut s'aligner. Et si on s'aligne sur cette énergie entre le ciel et le sol, eh bien, on est en train de se redonner la pêche parce qu'on est enfin réaligné. Parce que c'est au bon... C'est le... Voilà.
Et le principe de point la au santé, bon moment. donc dans leur culture à eux, et donc dans la nôtre, si on pense que cette idée est intéressante, c'est de se dire, la santé, c'est d'être constamment aligné entre le ciel et la terre, constamment ancré. Et à chaque fois que pour une raison ou pour une autre, on ne l'est plus, la maladie rentre. Et si on veut Donc, c'est récupérer notre bien-être, on se réaligne à nouveau. avec le bon moment. Voilà. Et bien justement, Donc, en parlant de bon moment, c'est le bon moment pour faire une petite pause musicale. Et on va écouter Angus et Julia Stone, Big Jet Plane. Café Coaching. Jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h, on est dans Café Coaching, on est sur Radio Pluriel. Et moi, je suis avec Philippe Ronce qui nous parle de son très beau livre, Le bon point au bon moment, qui est un manuel d'auto-shiatsu. Donc si vous arrivez en cours, justement, il nous expliquait pourquoi on connaît le bon point, on connaît l'acupressure, l'acupuncture, ça nous parle. Au bon moment, on en entend moins parler. Vous nous parliez du bon moment et justement dans votre quotidien de praticien, comment vous vérifiez si c'est le bon moment? Oui, alors, donc nos ancêtres nous avaient donc transmis cette notion il existe un point sur notre corps pour chaque instant de la vie, dans laquelle, en gros, le réflexe est toujours le même, c'est-à-dire comment je fais pour être lié entre le ciel et la terre. Mm-hmm. Et donc, une fois qu'on a ces calendriers, bien entendu, ce qui nous démange, c'est de dire je vérifie, j'essaye. Mm-hmm. Donc effectivement, moi, ça m'a pris beaucoup de temps de le faire et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti mon livre que cette année. C'est parce que j'ai vraiment voulu, et j'ai passé 30 ans à ça, j'ai voulu vérifier absolument tous les cas de figure, sachant qu'une des problématiques de l'humanité, c'est quand même comment on se transmet les uns aux autres sans faire d'erreur les choses qu'on a reçues. Et j'ai vérifié effectivement, et là, dans mon quotidien, comme vous me demandiez, ce qui est frappant, c'est que quand je reçois un patient pour lui donner un shiatsu, parce que je donne des massages, il y a des moments, donc je fais leur bilan énergétique, je vois qu'ils ont telle et telle chose sur laquelle il faut agir et qu'il faut les réaligner de telle et telle manière, et d'un seul coup, je me regarde le point qui correspond au moment où il se trouve dans mon cabinet, et je suis halluciné parce que je me dis, mais c'est incroyable, ils ont choisi exactement le moment qu'il fallait pour se soigner. D'accord. En gros, par rapport au point à soigner, on va dire, mettons, ça devrait être à tel moment et ils sont à tel moment. Et ça a été pour moi un énorme progrès dans ma façon de soigner parce que je me suis rendu compte qu'il était véritablement littéral que les gens ont leur pouvoir de guérison. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On en arrive à cette notion. C'est-à-dire que ce que je me rendais compte, c'est que même si, entre guillemets, un patient qui souffre, qui a besoin qu'on le remette bien, etc., il vient vous voir, il se trouve qu'il a fait l'essentiel du boulot parce que, inconsciemment, il a choisi, en prenant son rendez-vous avec vous, le moment où exactement il y a les énergies qu'il faut pour se soigner. Oui, c'est vraiment ce que j'allais dire. Moi, c'est ma philosophie du tout est juste que je dis tout le temps à tout le monde. Où, quand je dis, des fois, si tu essayes d'appeler un médecin ou un autre praticien que tu n'y arrives pas, c'est que c'est pas le moment. D'ailleurs, je dis souvent ça. Et dans l'autre sens, c'est arrivé, moi ça m'est arrivé un paquet de fois, d'appeler en urgence quelqu'un parce que, par exemple, je m'étais fait mal au dos ou quoi. Ah c'est hallucinant, quelqu'un vient d'annuler. C'est un peu le même principe où on a l'impression que oui, on peut s'écouter finalement, mais on n'en a pas conscience. Il y a des fenêtres dans l'espace-temps dans lesquelles c'est le bon moment pour faire une chose. Et donc, d'en avoir conscience, bien entendu, pour moi, ça a été un énorme progrès parce que, au lieu d'être dans cette angoisse du praticien qui se demande s'il a bien perçu la problématique de la personne, etc., le fait de savoir que quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont venus à ce moment-là, il suffit que je regarde dans mon livre, c'est l'avantage pour les lecteurs, vous regardez dans mon livre la date d'aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a tel point à faire, vous le faites, et en gros, déjà, vous avez rempli 50% du cahier des charges de ce qu'il fallait faire pour vous-même. Vous vous êtes réaligné. D'accord. Et donc pour moi, c'était une grande possibilité de se détendre, et car après, je peux avoir un shiatsu plus intuitif, je peux être plus libre et plus proche de la personne parce que j'ai moins la préoccupation dans ma tête de qu'est-ce qu'il faut faire pour elle. J'ai déjà le sens, je sais qu'elle a déjà choisi ce qu'il fallait faire pour elle. Voilà, et ça va même encore plus loin, c'est pas dans mon livre, mais il y a une façon de toucher le ventre du patient en lui demandant ce qu'il ressent, qui va faire que son corps nous dicte quelle est l'énergie dans laquelle il a besoin d'être traité maintenant.
Et c'est D'accord. son corps qui nous dit ça, parce qu'en palpant les 5 zones sur Mhm. son ventre qui correspondent à ces 5 énergies, il y en a une des 5 et une seulement dans va laquelle répondre. il va nous dire c'est celle-là qui est la plus sensible et c'est là où je me sens le moins à l'aise. Et on va pouvoir, encore une fois de plus, suivre sa propre commande. Notre corps nous parle. Notre corps nous parle. Alors, j'ai une autre question. Oui. Dans l'introduction de votre livre, vous parlez d'énergie vitale et de pouvoir de régénérescence. Est-ce Oui. que vous pouvez Oui. nous expliquer un petit peu Oui. rapidement, puisque j'ai d'autres questions encore. D'accord. Tout ça, c'est par rapport au mot ki. Le ki, dans la tradition japonaise, c'est l'énergie vitale, Mhm. telle que, on la reçoit lors de la conception. Il y a une décharge d'énergie vitale lors de la conception de l'œuf humain. Le spermatozoïde qui rencontre l'ovule, il y a une charge énergétique qui est transmise. C'est Oui. ce qu'on reçoit génétiquement. Mhm. C'est déjà du ki. Mhm. Ensuite, il y a une recharge énergétique qui vient par la respiration. Le yoga connaît bien ça. Il y a des méthodes de respiration spécifiques pour remonter ces énergies. Mhm. Et donc, par la respiration, les poumons captent le ki de l'air et le redistribuent aux autres organes. C'est ce qu'on appelle le ki comburant, le ki feu. Mhm. Il y a le ki alimentaire, il y a ce qu'on mange. Oui. Et bien entendu, en fonction de ce qu'on mange, on soutient ou non ses besoins. Et il y a enfin le ki qu'on appelle transcendantal, le fameux ki qui arrive de l'univers dans notre hara, qui est Mhm. l'énergie universelle constamment présente, à laquelle on se met en relation. Et l'ensemble de tout ça, ça donne l'énergie vitale. Et D'accord. c'est cette préoccupation d'être en phase avec son énergie vitale, de la respecter, de la nourrir correctement, ou de se nourrir correctement, Mhm. dans tous les sens du terme aussi, qui donne la capacité de travailler avec son énergie vitale et la remonter. Et donc tous ces mouvements que vous voyez dans mon livre, Oui. le Misogi, sont des mouvements pour réveiller Cette et restimuler notre énergie Donc vitale. finalement, vous me disiez tout à l'heure que le misogi, c'est un enchaînement de mouvements qui prend à peu près 45 minutes. c'est 45 ça minutes quand vous ne savez pas, Ouais. et 30 minutes quand vous le savez par cœur, parce que c'est des gestes naturels qui s'enchaînent naturellement Oui. comme une danse. C'est vrai que ça fait penser au qigong un peu, hein. Tout à fait. Et entre Et c'est des mêmes lignées d'ailleurs, ils ont grandi ensemble. Ouais. Et c'est vrai que du coup, sans forcément peut-être se l'imposer tous les jours, mais c'est quand même quelque chose qui, si c'est fait régulièrement, peut être Oui. très... C'est ce que je vous encourage si vous achetez Ouais. le livre. Alors, bien Mm. entendu, vous avez la possibilité de me rejoindre sur certains de mes stages que je fais ici et là en France, Ah bah qui tiens, vous permettent, dites-nous. quand vous êtes lecteur de mon livre, de venir. Mhm. Et dans ce cas, vous allez avoir en plus la possibilité de voir comment on fait correctement les gestes Mm, mm, et mm. comment on se stimule chacun de ces points de façon à vous détendre par rapport aux matériaux qui peuvent vous paraître peut-être un tout petit peu ambitieux pour vous dans certains cas. Alors, on le redira plus tard, mais le stage à Lyon, un stage à Lyon, Il y a là, un stage à prochainement Lyon l'automne prochain que je suis Ouais. en train de monter, dans lequel tous les gens de la région que ça intéresse pourront venir me rejoindre pour justement passer 48 heures ensemble à faire et à apprendre à maîtriser tous les contenus du bouquin. D'accord, bon, on vous donnera à la fin de l'émission le site et le mail de Philippe pour avoir toutes ces informations. Alors, autre question, Oui. vous dites, nous avons en nous un pouvoir de guérison, notre corps ne ment pas. Bon, c'est ce que vous dites un peu depuis vous nous expliquez un peu depuis le début, mais Mhm. est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un peu Un peu plus il y a aussi cette notion de, je sais pas, enfin si c'est lié, vous allez me dire, synchroniser le corps et l'esprit. Tout à fait. Parce que vous verrez dans un des tout premiers chapitres de mon livre, je parle des principes des gestes de régénérescence. Et moi, j'ai rencontré quelques personnes dans ma vie qui faisaient vraiment des miracles, Mhm. notamment des grands rebouteux, comme on en a dans nos campagnes, Mhm. qui sont capables de faire des choses spectaculaires, et d'autres grands maîtres. Et en fait, ce qui m'a frappé, ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils étaient profondément reliés entre ciel et terre eux-mêmes. Mhm. Et ils avaient ce qu'on appelle une foi inébranlable en ce qu'ils faisaient, parce que justement, ils utilisaient les ressources du moment présent. Ils utilisaient les ressources du moment présent, ils Mhm. étaient suffisamment ouverts, suffisamment apaisés en eux pour être capables d'être des tuyaux. Alors, moi, je me rappelle d'un guérisseur à qui je disais, mais tu fais quoi? Il me disait, mais moi, je fais le tuyau. Il me dit, tu fais le tuyau entre quoi et quoi? Il me disait, entre cette personne, ses besoins, Mhm. et Dieu. Et Il disait Dieu. finalement, alors oui, on peut dire Dieu, On peut dire l'univers, Dieu. la vie. Voilà. C'est une question de l'énergie. tuyau. C'est une question de tuyau, Finalement, tout simplement. c'est ça le pouvoir de guérison, c'est de faire avec tout ce qu'on a à disposition. D'où la nécessité dans la tradition dont moi je parle, celle de descendre dans le ventre, puisque c'est là
où le fait d'être trop dans la tête s'éteint, on descend dans son ventre où on est en contact avec l'énergie de l'univers, donc on pourrait appeler Dieu pour ceux qui veulent parler de ça, mais qu'on pourrait appeler de tas d'autres noms. C'est pas les noms qui sont importants, c'est le fait de s'y relier. Et cette synchronisation du corps et de l'esprit dont je parle, c'est la définition même de la méditation. La méditation qui consiste à descendre en soi, à se recueillir, parfois dans un centre énergétique, comme celui du cœur ou celui du hara. Et c'est vrai que quand on débute la méditation, on a tendance à faire l'erreur de rester dans sa tête. Ouais. Et du coup, on n'a pas l'impression que ça nous fait non, tant de bien bien que ça. entendu, puisque la première expérience qu'on fait généralement, c'est de voir à quel point on bavarde avec soi-même tout le temps. C'est ça. Par peur du vide, par peur d'être tranquillement détendu. Et que ce soit cette technique de méditation ou l'auto-shiatsu, etc., il y a un certain nombre de techniques dues au génie humain et aux différentes cultures qui nous ont été données sur la planète, qui nous permettent de nous détendre avec nous-mêmes, de nous dire tout compte fait, quel que soit celui que je suis, finalement, on peut faire avec. Ici et maintenant, tout va bien. Voilà. Et finalement, effectivement, il y a c'est ce qui revient un peu depuis le début. Bon, vraiment, la porte d'entrée, c'est la respiration dans ce hara, déjà. Oui, déjà, se centrer dans le hara. C'est se relier au point d'arrivée de la vie au corps, au point où la matière et l'esprit débutent, vont commencer à émerger et à se distinguer, où le yin et le yang vont commencer à se diviser aussi et se répartir dans notre corps, où le masculin et le féminin ne sont pas encore séparés. C'est tout un programme. On pourrait presque faire une émission complète sur le hara. D'ailleurs, il y a un livre, vous me disiez, sur le hara. Oui, c'est très intéressant. Aller plus loin, qui s'appelle Le hara de... Karl Friedrich von Durkheim, un nom un peu à coucher dehors, mais un monsieur qui a fondé... qui d'ailleurs dans la tradition chrétienne, qui réconcilie chrétienté et méditation, a apporté le hara en montrant aux chrétiens qui connaissaient déjà, et que ça aide pour ceux qui sont chrétiens et qui voudraient le rester, à cultiver la spiritualité que d'être capable de se centrer dans son ventre. De se centrer. Fait coaching avec Élodie. Et oui, avec Élodie, c'est moi et Philippe qui est avec moi. Pour nous parler de shiatsu et de son livre Le bon point au bon moment, qui est un manuel d'auto-shiatsu que je vous conseille, avec en plus un DVD de 45 minutes. C'est un manuel complet qui peut vous accompagner toute votre vie. Moi, en préparant l'émission, je me suis perdue à faire, enfin pas perdue, mais finalement trouvée, c'est le bon mot plutôt, à faire les petits exercices de... On dit d'acupressure, c'est ça? Ou de pression. Oui. J'ai notamment fait, il y a des points de pression en fonction de la saison, puisque c'est au bon moment. Et c'était très intéressant, puisque c'était un jour où j'avais un gros vide d'énergie, un gros coup de fatigue. Et donc, je me suis amusée à le faire, et puis à le faire comme il faut, mais ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. Et après, je me sentais super bien. Ça, c'était... Enfin bon, forcément, comme on dit, c'est l'expérience qui prouve que... Et justement, Philippe, quels sont vos conseils pour... parce que c'est vrai que le shiatsu, c'est pas encore très connu. On entend beaucoup parler de yoga, de qigong, de ces choses-là. Le shiatsu, ça arrive. Quels seraient vos conseils pour démarrer l'apprentissage de cette... En fonction de mon livre, en tout cas, c'est de dire vous n'avez pas besoin de vous lancer dans l'apprentissage sur 4 ans de comment devenir un praticien de shiatsu. Ça, vous pouvez bien entendu le faire, mais je pense qu'il y a une couche de population beaucoup plus importante qui est tout simplement vous et moi qui avons besoin d'avoir de quoi vivre mieux, de quoi prendre soin de soi-même, de quoi sortir de ce désarroi de beaucoup de gens en France dans lesquels on a besoin d'un docteur, on a besoin d'un qui sait pour ça, et qu'il faudrait quand même qu'on prenne le contre-pied de tout ça et qu'on sorte de cette relation de dépendance par rapport à, d'une part, des gens qui sauraient et nous pas, alors qu'on a un pouvoir de guérison qui sait bien mieux que tout le monde, auquel il faudrait simplement qu'on se relie, et d'autre part, de réaliser que justement, en se touchant soi-même, on n'a pas forcément besoin de médicaments, on n'a pas besoin de forcer tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais ça veut dire que ça existe vraiment, cette possibilité, avec ses mains nues, de pouvoir relever son état de santé, de pouvoir se stimuler dans sa vie,
Et donc, le conseil que je donnerais, je dirais, mais renversons un tout petit peu la tendance actuelle. Donc, c'est peut-être une minorité, dans un premier temps, qui va être capable de ça, mais je rencontre de plus en plus de gens qui sont dans cette démarche. Ils cherchent à se réapproprier la capacité de pouvoir quelque chose pour eux-mêmes, parce qu'ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuellement courir après les médecins, les praticiens, qu'il faut être capable de s'autonomiser. Puis ça redonne un certain pouvoir sur soi-même, et puis une confiance aussi, je trouve. Oui. Et en plus, je vois beaucoup de mamans et même de papas qui voudraient pouvoir quelque chose pour leurs proches, pour leur famille, tout simplement, et qui sont, je dirais, attirés par cette démarche parce qu'elle n'est pas hors de portée. On n'a pas besoin de faire une formation de 4 ans pour être en mesure de faire ça. Il suffit d'acheter le bouquin et de faire un stage avec moi. Oui. Donc, c'est quand même pas la mer à boire. Et puis, ni financièrement, ni en termes de temps. Et puis, c'est une technique qui, une fois qu'on la comprend et qu'on l'intègre, peut être très bénéfique pour soi. Ouais. C'est pour ça qu'on dit guérison et auto-guérison, parce que pour soi, et qu'on peut transmettre, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas appliquer à d'autres, aux gens de son entourage, de sa famille. C'est vrai. Vous savez qu'au Japon, les enfants massent leurs grands-parents pour de l'argent de poche. C'est vrai. Donc, c'est les gamins qui savent le faire et les grands-parents qui se font masser. Donc, on a un petit peu oublié ce truc dans lequel on ne se touche pas que pour faire l'amour, comme je disais. On devrait redécouvrir qu'il existe tout un langage de bien-être dans lequel, entre proches, on est capable de le faire. Alors, mes conseils, c'est, je dirais plutôt, apprenez déjà à faire cette espèce de petit rituel de massage sur soi, les fameux 50 gestes de Misogi. Et comme vous aurez appris ça, vous verrez que dedans, il y a cette phase, effectivement, où toutes les saisons, donc il y a 4 saisons principales, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Alors tiens, ça me fait penser que c'est marrant, les saisons. Alors moi, j'ai regardé pour là, à l'époque où on est. Alors là, c'est déjà l'été dans ce... Là, on est rentré dans l'été depuis le 15 mai. Voilà. On est rentré dans l'été énergétique, C'est-à-dire que c'est le moment où l'énergie feu domine, mais comme on veut soutenir cette énergie, on va la nourrir avec l'énergie qui l'a précédée, qui était le bois. Le bois nourrit le feu, comme vous le savez. Au point de vue image, c'est quand même suffisamment simple pour être parlant. On met du bois dans le feu pour l'entretenir. Donc là, dans la saison de l'été dans laquelle on est, et si on a le bouquin, on va trouver 12 points qu'on peut se faire quand on se fait son Misogi. On va se faire les 12 points de l'été. Et en faisant ça, on est en train donc de se réaligner dans son énergie de l'été parce qu'on est tous plus ou moins en jet lag. C'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai, c'était ça, ce sentiment que j'avais là, de jet lag. Donc jet lag, c'est de décalage horaire. Décalage horaire en français. Et du coup, j'avais ce sentiment-là d'être complètement dans... Ouais, c'est vraiment ça, dans un décalage horaire, dans une espèce de fatigue bizarre, un manque d'énergie. Et là, depuis, j'ai la méga patate. Tout à fait. Donc, il faut... ça paraît à la limite trop simple pour être vrai, mais essayez, vous verrez, parce qu'en fait, cette histoire on a un pouvoir de guérison qui nous guide. Vous savez, les gens qui servent d'un pendule, parfois, on dit, mais c'est n'importe quoi, etc. Non, c'est le corps qui parle. Il y a un bouquin d'Alice Miller aussi qui s'appelle « Notre corps ne ment jamais ». C'est une grande psychanalyste qui a beaucoup lutté pour qu'on ne frappe pas les enfants dans leur plus jeune âge, qui a beaucoup lutté contre l'abus enfantin et qui considère que dans le plus jeune âge, il faut faire très attention à ne pas abîmer les énergies de nos enfants. Elle explique également ce concept, c'est-à-dire que notre corps a sa sagesse. Et même si on a morflé, comme on dirait vulgairement dans la vie, même si on a pris des coups, même si on pense qu'on a une éducation désastreuse ou qu'on a eu des épreuves, ce pouvoir de guérison est intact en nous. C'est la partie indestructible de l'être humain et il faut simplement se relier à lui. Et les gestes simples pour se relier à lui, c'est de faire Misogi, c'est de commencer à prendre soin de ça en considérant comme une hypothèse plausible le fait que ce pouvoir de guérison existe et qu'on pourrait le contacter en ayant simplement assez d'amitié envers soi-même pour faire des gestes, pour se faire du bien. Voilà. Et parce qu'on peut se faire du bien, on peut faire du bien à autrui. Aux autres. Est-ce que vous confieriez votre corps à quelqu'un qui ne prend pas bien soin de lui ? Non. Et j'aime bien l'image de notre corps, c'est notre locomotive, c'est notre... Et du coup, il faut l'entretenir comme on a besoin d'entretenir la voiture qui nous emmène d'un parce point que A à un c'est notre point B. véhicule. Et donc, mieux on l'entretient, plus on fait un voyage intéressant. Et je voulais revenir aussi sur
Les actions caritatives que vous avez menées en région parisienne, parce que je trouve que c'est un sacré paradoxe, parce qu'on a tendance à dire que le shiatsu ou ce genre de pratiques sont pas accessibles à tous, et finalement, vous les avez amenés vers des personnes qui étaient complètement démunies. Bah oui, qui étaient des SDF. Voilà. J'appartenais à j'avais été invité par un copain à réfléchir à ce que je pourrais apporter à une association caritative qui s'appelait Lumière dans la rue. Et qui était la seule à pas être confessionnellement centrée. C'était ni que des Arabes, ni que des chrétiens, ni que des Juifs. D'accord. Il y avait un peu de tout. Et c'était ça qui était un peu sympa dans ça. Et il m'avait expliqué il m'avait demandé d'abord de venir, et j'ai donc distribué de la nourriture à Gare du Nord avec lui et ses amis. Et c'était une expérience assez éprouvante que de voir effectivement tous ces êtres dont certains étaient incroyablement dans le désarroi, mais ne donnaient pas du tout l'impression que c'était des gens qui avaient cultivé leur propre malheur et qu'ils méritaient. Et donc il y avait cette sensation de qu'est-ce qu'on peut faire pour leur apporter. Donc on leur proposait, s'ils souhaitaient apprendre le massage sur eux-mêmes et recevoir des soins, d'accepter de passer par la case hygiène. Donc si tu te laves... tu pourras venir et on t'apprendra à prendre soin de toi. Et en fait, cette chose, c'est-à-dire les SDF sont l'exemple extrême de ce que nous faisons à nous-mêmes, même si on n'est pas SDF. C'est-à-dire en quoi on arrive à des états dans lesquels on n'a pas pris soin de soi. Et où il faudrait qu'on se ressaisisse, parce que la première chose à faire, c'est prendre soin de soi. Et qu'est-ce que c'est que prendre soin de soi ? C'est pas de la complaisance. C'est pas bouffer n'importe quoi, c'est de se dire qu'on vaut la peine d'avoir une vie digne. Et donc, en faisant du shiatsu, en offrant le shiatsu à ces gens-là qui étaient privés de tout, bien, j'appliquais à la lettre le fait que ce que j'avais découvert, c'est que les gens qui faisaient du shiatsu avec moi, qui n'étaient pas des SDF, ils avaient exactement la même démarche réparatrice. Ils avaient besoin de se réparer et ils venaient au shiatsu pour ça. Et alors, ces personnes qui venaient, SDF, quel retour vous avez eu ? Eh bien, tout ça venait historiquement, il y a un homme qui s'appelle... comment il s'appelle d'ailleurs ? Bernie Glassman, qui était un juif new-yorkais qui a fondé une organisation il y a une 30aine d'années à New York, où il faisait la même chose avec des SDF, où c'était un système complet de recyclage de gens à la rue, dans lesquels il leur était donné un boulot dans une pâtisserie, puis on les aidait à se trouver un logement, puis à s'habiller, puis à se soigner, etc. Et c'était jamais dans l'assistance, c'était vraiment, on te donne des outils si tu veux te prendre en main. Ouais. Et ce gars-là avait encouragé la création d'un groupe de la même essence sur Paris. Et c'est en rencontrant ces gens-là, et j'avais été admiratif, ils avaient 80% de réussite dans le recyclage, entre guillemets, du SDF. Ces gens, à 80%, se refaisaient une vie. Ah, génial. Il n'y avait que 20% de rechute, de cas désespérés. Ils arrivaient à reconstituer les familles, etc. Et ça n'existe plus ? Ça existe toujours. Ça s'appelle la Fondation Greyston sur New York et ça s'appelle Dana sur Paris, qui est le mot sanskrit pour générosité. Dana, oui, c'est vrai. Offrir. D'accord. Et alors, actualité, phase actualité. Ma vie à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, j'ai tendance à pas mal me trimballer cette année parce que j'essaye de promouvoir ce bouquin pour que un maximum de gens le lisent et pour que j'ai la capacité d'en faire un deuxième derrière, parce que bien entendu, j'en ai un deuxième à faire. Alors, dites-nous déjà, il est distribué... Chez Très Daniel. Il est vendu chez Très Daniel. Il est vendu également au Club du Livre, qui, historiquement, vous savez, vous faisiez un peu de la vente forcée de bouquins. Si vous leur disiez pas non merci, vous vous retrouviez avec le bouquin tous les mois, etc., ce qui était assez agaçant. Mais maintenant, ils ont mis de l'eau dans leur vin et ils font un catalogue de livres qui permet à un large public d'y accéder. Donc, je promeus ce livre. Je fais des stages sur Paris à des gens qui sont déjà des praticiens et qui veulent se développer dans leur maîtrise. Ça, c'est ce qu'on appelle les postgraduates, les études avancées. Et j'enseigne le cursus de formation de praticiens un peu partout, entre Limoges et Lyon. Et par ailleurs, donc, je propose ces fameux stages, si vous voulez, une fois que vous avez le bouquin, vraiment être à l'aise dans la gestion de ce qu'il vous propose, de l'avoir parcouru avec moi pendant 48 heures. D'accord, donc voilà un à peu stage près de mon 48 actualité. heures
qui se fera donc à l'automne à Lyon pour l'instant. Je vais en faire un à Lyon, je vais en faire un sur Limoges, je vais en faire un sur Dijon. Bref, je mets au point sur mon année le fait qu'une fois par mois, j'aurai un stage quelque part en France sur ce livre. Pour les gens qui voudront s'y intéresser. D'accord, donc le site c'est www.shiatsu5sens.fr. Alors Shiatsu c'est SHIATSU D5 le chiffre sens.fr et si vous voulez écrire donc à Philippe Ronce c'est ph.ronce @gmail.com et donc le livre on le trouve si on va sur le site par exemple www.edition-daniel.com on peut le trouver. Oui, et puis tous les grands sites distributeurs de bouquins et puis vous avez généralement une librairie, par exemple sur Lyon vous avez la librairie Cadence qui le distribue et vous avez d'autres librairies qui le distribuent sur Lyon, la Fnac, etc. Ah voilà, on le trouve à la Fnac par exemple. Oui, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce que il nous reste 3-4 petites minutes. Alors, vous pouvez ajouter quelque chose si vous voulez dire quelque chose à nos auditeurs. Ce que j'aimerais partager avec mes auditeurs, c'est cette sensation de ravissement qui est quand on est en contact avec le fait que cette histoire de pouvoir d'auto-guérison n'est pas une fable contemporaine de plus faite pour induire les rêveurs dans encore plus de naïveté idiote, quand on s'aperçoit que son pouvoir de guérison existe, il y a un basculement de la vision du monde qu'on peut avoir qui est précieux, puisqu'on se dit mais pourquoi je ne suis pas entré en contact plus tôt il y a une technique notamment enseignée par un certain maître de Tao qui s'appelle Mantak Chia, qui a publié beaucoup de livres, qui apprend le sourire à ses organes par exemple, où c'est une technique de méditation dans laquelle on repasse... on sourit à ses organes, ce qui paraît un peu niais, mais en fait on a tendance à considérer comme un dû le fait que nos organes fonctionnent. Et on découvre avec stupeur que le fait de s'adresser à eux avec reconnaissance et appréciation, puisque c'est pas un dû, la preuve c'est que quand on les écoute pas, ils finissent par mal fonctionner et nous faire mourir. Donc cette notion d'écouter sa nature profonde, d'écouter son pouvoir de guérison, de se mettre à la portée de ce qu'on est profondément, d'accepter d'être quelqu'un qui effectivement dépend de ses organes mais qui respecte son véhicule, ça nous donne la possibilité d'avoir une vie beaucoup plus passionnante, beaucoup plus riche. C'est une méditation d'ailleurs que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez méditation du sourire et c'est une méditation guidée qui est vraiment accessible à tous. J'ai une amie qui l'a testée récemment, puisque j'arrêtais pas de lui dire médite, recentre-toi. C'est un vrai zébulon et tant mieux, mais il fallait qu'elle se recentre. Et elle m'a dit waouh, quelle belle expérience. Alors je vous le conseille, quoi, effectivement. Et je le répète, on a en soi ce corps qui sait répondre à toutes nos questions quand nous, on est un peu perdu et qu'on ne sait pas très bien où aller. Et il faut qu'on développe l'art d'entrer en dialogue avec son corps pour lui demander de répondre pour nous. Il suffit d'un peu de disponibilité, en fait. C'est vrai qu'il faut sortir de ce sentiment, enfin, pas qu'un sentiment, du fait de courir tout le temps, prendre le temps de s'arrêter, se poser. Mais c'est vrai que quand on commence à écouter son corps, on se rend compte qu'il parle beaucoup. Et puis ça fait peu de temps qu'on a oublié tout ça, puisque nos grands-mères connaissaient beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Tout cas, plein d'entre elles, en tout cas, dans certains d'entre nous, on se rend déjà le souvenir des grands-mères qui étaient quand même beaucoup mieux dans leur peau et qui savaient faire des tas de choses, qui avaient des savoirs qu'elles transmettaient, etc. Donc on a juste besoin de se ressaisir un peu pour apprécier ce qui est à notre portée. C'est des mémoires qu'on a en nous. On découvre rien, entre guillemets, finalement. On redécouvre. Tout à fait. N'oubliez pas la fameuse anecdote de l'homme des cavernes qui découvre son point d'acupuncture en se grattant. Oui, elle est pas mal, celle-là. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Ronce, d'être venu. Merci, Elodie, de m'avoir invité. C'était avec plaisir et peut-être que vous reviendrez nous parler d'autres sujets passionnants. Avec tout ce qu'il a dans ses bagages, je pense qu'on peut faire plusieurs émissions. Et merci à vous de nous écouter chaque semaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous proposerai prochainement une émission sur les jumeaux et les jumelles. Ça va être sympa. Voilà, et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. À bientôt.